Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Grande Table. Dans la seconde partie de l'émission, nous serons en compagnie de l'anthropologue Jean-Loïc Lequellec pour son ouvrage « Avons-nous le déluge » aux éditions du Détour. Un livre qui revisite les grands mythes de l'histoire, toutes cultures confondues, et raconte la quête de sens qu'ils poursuivent au regard de l'origine du monde et des hommes. Mais avant cela, nous partons en Bretagne, à Dinan, terre mythologique s'il en est, sur les traces de Bélazar, l'adolescent au destin tragique qui a hanté l'écrivain Jérôme Chantreau jusqu'à ce qu'il lui fasse entre ses pages un tombeau de papier. Il faut dire que Bélazar, titre du roman qu'il publie aux éditions Phébus, était son élève, grand échalas, élégant, cancre surdoué, créatif et marginal, un personnage énigmatique dont la fin terrible, non élucidée, oblige ceux qui l'ont croisé à se souvenir et à se pencher sur son destin. Jérôme Chantreau est aujourd'hui parmi nous. Bienvenue à tous sur France Culture. La Grande Table. Maëlys Bessery. Bonjour Jérôme Chantreau. Bonjour. Et bienvenue. On va commencer par une petite lecture de Bélazar que vous avez accepté de nous faire aujourd'hui. De taille moyenne, imberbe. Un abord assez banal, rien qui pourrait s'appeler du charme, rien non plus de disgracieux. Un visage long, partie basse offerte au regard, le nez, la bouche volontaire de sa mère, et partie haute cachée sous une mèche de cheveux tombant côté gauche. Ses yeux, je ne me souviens pas, je sais qu'ils brillaient. Avec ça, une tête peut-être un peu trop grosse sur un corps trop fin. Vraiment pas un sportif, il détestait le sport et sa pratique, ce qui est certainement le point sur lequel nous divergeons le plus. À la plage, il n'entrait pas dans l'eau. Cela semble anodin, mais pensez que ce garçon avait vécu au bord de l'océan, Bretagne, Nouvelle-Calédonie, Pays Basque. Sa mère aurait pu passer son temps en paréo, lui n'a jamais porté de t-shirt. C'est un drôle de choix, ces chemises de grand-père, rayées vert ou bleu sous 35 degrés. Il semblait n'avoir jamais bronzé tant il était pâle. À la fin des vacances, le soleil du Pacifique parvenait à haler légèrement son visage, mais l'idée générale, c'est que sa peau était blanche, et ses cheveux noirs, une part d'ombre, l'autre de lumière, leur ligne de partage juste sous les yeux. Bien des années plus tard, quand je le vois sur les photos offenser l'été dans sa gabardine en cuir, je me dis que c'était pour une raison. Celle qui me vient à l'esprit, c'est que l'environnement n'avait pas prise sur lui. Faites-le naître en Haute-Savoie, il n'aurait pas mis les pieds sur des skis. J'en ai connu d'autres à Bidart, qui refusaient les vagues et le sable sur leur peau. Il faut de la force de caractère. C'est un peu comme si, enfant de famille nombreuse, vous refusiez d'enfanter à votre tour. Vous rompez une chaîne. Pourquoi ? J'avance les réponses pêle-mêle. Peut-être était-il trop occupé à autre chose. À quoi ? Il était le contraire d'un no-life. Passant son temps dans sa chambre, il était l'ennemi juré des jeux vidéo. Il parcourait la plage, la montagne et la forêt. Sa mère avait déversé en lui une connaissance encyclopédique de la nature et des plantes. Il se sentait proche de tous les animaux, pourtant il gardait ses distances. Pourquoi ? Essayons ça. Il n'avait pas besoin de nager pour sentir l'eau sur sa peau. Il n'avait pas besoin de gravir des montagnes pour respirer l'air puissant des sommets. Toutes ces choses délicieuses, liées au corps et à l'énergie, non qu'il ne les aimât pas, mais il les connaissait déjà, intimement. Plus besoin de nager, de courir, d'escalader, pas besoin d'apprendre à monter à cheval ou de casser les pieds à ses parents pour avoir un chiot. Il lui suffisait de trimballer partout sa lapine blanche et de lui parler. Il lui suffisait de porter devant son nez un gros crabe arraché à la mangrove, de cueillir une fleur sauvage, la manger, et il se passait en lui une alchimie dont nous ignorons tout. Merci Jérôme Chantreau pour cette lecture. On voit qu'à travers la présentation de Bélazar, le personnage se dédouble. À la fois, il y a la mort tragique de l'enfant que l'on essaie de retrouver par l'image, comme on en ferait un portrait pictural ou photographique. Et il y a derrière la légende qui s'écrit petit à petit autour de ces mystères, de tout ce que l'enfant n'était pas encore. Oui, c'est l'aventure de l'écriture de ce livre, pour moi, c'est-à-dire de commencer par, effectivement, comme vous l'avez dit, le portrait d'un enfant que j'ai connu, puisque j'étais son professeur au Pays Basque. Un enfant qui est parti après en Bretagne, où il est mort à l'âge de 18 ans. Et cette mort mystérieuse, tragique, puis la succession d'événements assez incompréhensibles, tout ça, c'est un ancrage dans la réalité.
Et donc c'est ce portrait, au départ finalement assez tragique, une sorte de récit de faits divers que j'ai voulu faire. Et puis, en enquêtant sur ce jeune homme, grâce à ses parents notamment, et surtout, eh bien, je me suis rendu compte que d'abord je le connaissais assez mal, comme un professeur connaît un élève, et surtout qu'il était un artiste absolument fascinant. À 18 ans, qu'il avait trouvé le temps de bâtir une œuvre de peintre, de sculpteur, qu'il était un collectionneur complètement fou de tout ce qui touchait notamment à la Première Guerre mondiale, et qu'à l'intérieur de tout ce qu'il avait laissé, encore une fois à l'âge de 18 ans, il y avait comme une sorte de jeu de piste. Voilà. Et comme une sorte de porte vers l'imaginaire. Alors l'écriture s'ancre autour de ce fait divers, comme l'ont pu le faire d'autres plumes, mais en réalité, la quête n'est pas vraiment autour de cette histoire-là, en tout cas de sa mort, elle est plutôt autour de tout ce qui plane autour de cet être énigmatique. Au point de départ, Jérôme Chantreau, il y a quand même cette atrocité de la mort de l'enfant. Oui. Qui est un point de départ dans l'écriture comme un autre, qui est un choc. Bien sûr. D'ailleurs, le livre est dédié aux enfants disparus. Une lectrice me demandait un jour quel nom on donne aux parents qui ont perdu leur enfant. Un enfant, dans l'autre sens, ça s'appelle un orphelin. Et pour les parents, je crois qu'il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom parce que c'est pas nommable. Voilà. Et j'avance une autre raison. Il n'y a pas de nom parce qu'en fait, ça n'existe pas. Je crois que les parents, pour avoir travaillé finalement pendant 3 ans et demi sur le deuil aussi, les parents ne perdent jamais véritablement leur enfant. Voilà. Vous avez parlé de tombeau dans votre présentation, tombeau au sens de la poésie classique. Voilà, c'est l'idée de faire ça, l'idée de faire un livre sur un enfant disparu, c'est aussi, alors très modestement, mais l'idée de lui rendre, non pas vie, mais lumière. Voilà, de faire jour sur ce qu'il était, sur ce qui était resté caché, et aussi sur le scandale de la mort d'un enfant. Voilà, c'est une certaine façon se révolter contre ce scandale-là et se dire qu'au moins Bel-Hazard, tous les autres j'aimerais bien, mais alors j'ai pas le temps et l'énergie, mais au moins Bel-Hazard lui donner la possibilité de se survivre à lui-même. Alors la quête existentielle, spirituelle, elle se double de l'environnement littéraire qu'elle engendre aussi et qu'elle porte avec elle. Il y a bien sûr toutes ces références à l'Antiquité grecque, aux mythes, mais il y a aussi toutes les autres histoires qui sont passées par la littérature. Alors, histoires parfois tragiques, je vous propose d'écouter Marguerite Duras. Alors l'histoire, on la connaît, c'est celle du petit Grégory, mais outre la question de l'article célèbre de Marguerite Duras, c'est la façon dont elle parle de la mort de l'enfant, qui ici nous intéresse. C'était le 3 février 93. Un crime d'ordre exceptionnel, rarissime. Il avait 4 ans, l'enfant. Moi, très souvent, l'image de l'enfant m'empêchait d'écrire. Il était débordé par l'enfant. Il était devenu gigantesque, terrible. Même maintenant, vous voyez, j'en suis ému encore. Comme si on ne pouvait pas y toucher, au cadavre de l'enfant. Les conséquences étaient infinies. On ne pouvait pas les compter, les conséquences, ni les prévoir. Pourquoi? Parce qu'elle touchait à l'ordre antique des choses? Par l'ordre antique, l'ordre simple, paysan, donc antique. Alors laissons de côté la question de l'intervention de Marguerite Duras en tant qu'écrivain dans l'histoire du petit Grégory et les conséquences pour le coup assez tragiques dans cette affaire. Mais il y a cette idée que la mort de l'enfant touche à l'antique. On le sent à de nombreuses reprises, Jérôme Chantreau. Est-ce que c'est aussi l'intérêt que de sacraliser, si l'écriture est une sublimation, elle vient aussi resacraliser la mort de l'enfant qui en l'occurrence dont le corps a été meurtri? Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'elle a dit? Alors, il y a aussi une partie qui m'a beaucoup intéressé dans l'intervention de Marguerite Duras, c'est quand elle décrit cet enfant devant elle, au moment où elle écrit, et qui prend de la place, et qui est là, et qui presque la submerge, et lui interdit d'écrire. Voilà. Et effectivement, moi j'ai eu cette impression-là,
c'est vrai que c'est quelque chose... On se pose 1000 questions au départ. On se pose 1000 questions parce qu'on touche au sacré. On touche à la peine insondable des parents, on touche à quelque chose qui peut nous échapper, qui peut nous submerger et dont les conséquences, comme dit Marguerite Duras, ne sont pas mesurables. Mais moi j'avais avec moi un petit bonhomme qui s'appelle Bélazar et dont le pouvoir, à mon avis, est très puissant. Ses amis, lors de ses obsèques, ont dit... il l'appelait le regardeur de soleil. C'est eux qui l'ont appelé comme ça. J'aurais bien aimé que ce soit moi. Le buveur de lumière. Oui. Et aussi, ils ont dit de lui, il nous donnait le courage d'être nous-mêmes. Et ça, c'est essentiel. C'est-à-dire que moi, quand j'ai compris, en fait, ce courage-là, il était aussi en train de me le donner. C'est-à-dire qu'après la mort, il continuait à irradier de cette force qui donne aux autres l'énergie d'être eux-mêmes. Et quand j'ai compris qu'elle agissait sur moi, alors cette peur de départ dont parle Marguerite Duras, ce côté extraordinairement impressionnant finalement de toucher au mythe, elle disparaît et là on peut entrer, pourquoi pas même se laisser guider par le mythe. Je ne veux pas dire que j'ai écrit un mythe, mais que lui soit un personnage un peu archétypal, ça je veux bien le croire. Il l'était avant que j'y touche. C'est pas moi qui l'ai rendu comme ça. Voilà. N'empêche que votre imaginaire, et c'est là la quête n'est pas tout à fait la vérité. En tout cas, elle se transforme au fur et à mesure que le livre avance. D'abord, il y a l'enquête, et puis très vite, l'écrivain se rend compte que sa vocation n'est pas tout à fait là, qu'elle n'est pas vraiment possible d'ailleurs, cette enquête, pour tout un tas de raisons. Et qu'en réalité, la quête est ailleurs, dans la vie, dans la sublimation de cette épreuve-là. Et là, votre imagination, en tout cas votre mise en mots, qui forcément est imaginative, se superpose au récit parental qui lui-même est forcément mythifié. Jérôme Chantreux, c'est cette superposition de fiction-là qui forme le livre. Oui. C'est vraiment... Pour reprendre le début et la genèse, moi je comptais absolument pas m'injecter dans le livre. Je comptais faire un livre vraiment qui ressemble à ces récits, d'ailleurs très intéressants et très beaux, de faits divers. Alors il y a eu Jablonka qui a écrit ce magnifique Laetitia. Qui a bien des points communs et qui a été un des modèles au départ de l'écriture, Carrère avec l'adversaire, Truman Capote avec De sang-froid, il y a Philippe Génada bien sûr, Florence Aubenas, voilà, il y en a plein d'autres qui font ça très bien, et je me suis aperçu que moi, d'abord, j'étais pas aussi doué qu'eux pour ça, et puis aussi qu'il y a eu ce glissement dont vous avez parlé, voilà, et la superposition à, effectivement, la création du mythe par les parents, par la mémoire de Bélazar, et aussi, à un moment, le jaillissement de l'écriture, en fait, de la littérature. Et c'est quelque chose qui, pour moi, est très important, et je crois finalement que je le développe dans tous mes livres, sans vraiment m'en rendre compte. Je commence à m'en rendre compte que ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher, de puiser dans le réel, et le réel, quelquefois, le plus cru, les racines de l'imaginaire. Alors c'est là la question que pose le fait divers, c'est avant tout celle du deuil et de la mort violente. Évidemment, à travers cette mort réelle, c'est tous nos morts qui remontent. Et ça, on le comprend assez rapidement dans cette tranche de vie que vous racontez, Jérôme Chantreux. Vous faisiez allusion à Philippe Génada, je vous propose de l'écouter. C'est un extrait de Boomerang sur France Inter, le 3 septembre dernier. C'est-à-dire que le fait divers, il dit beaucoup de choses. En lui-même, évidemment, ça n'a aucun intérêt. C'est même le contraire de l'humanité. Moi, je suis fasciné par la nature humaine, il n'y a que ça qui m'intéresse. Un fait divers, c'est le contraire, c'est de la haine, de la violence, de la bêtise. Enfin, ça fait partie de la nature humaine, mais pour moi, le fait divers, c'est une porte, en fait. C'est-à-dire que alors, quand il est dans l'actualité, effectivement, c'est exactement ce que dit Bourdieu, il n'a plus d'importance, il perd sa fonction de porte, ou c'est juste une porte qu'on voit passer, parce qu'il passe vite dans les journaux, à la télé, ça passe vite. Quand on a la chance d'écrire des livres et d'avoir beaucoup de temps, on peut ouvrir la porte et aller voir derrière. Et pour moi, c'est simplement le fait divers, c'est un moyen d'entrer quelque part. Grâce au travail des enquêteurs et tout ça, on dispose d'une masse de témoignages, de rapports, de regards des gens sur la scène ou sur le suspect,
qui permet d'aller à l'intérieur de la société, d'aller à l'intérieur des gens. Jérôme Chantreux, est-ce que vous partagez ce que vient de dire Philippe Génada, et que dire de ce parcours, vous, documenté, puisque au fur et à mesure que vous vous intéressiez aux rapports de police, aux enquêtes, etc., plus vous menez l'enquête, plus tout est fiction, tout ce qui est réel a l'air absolument faux, tellement la vérité est impalpable dans cette histoire. Oui, je partage tout à fait l'avis de Philippe Génada. Il utilise le mot porte, j'utiliserais le mot fracture ou faille dans le réel. C'est-à-dire qu'effectivement, le fait divers, c'est un moment de fracture avec l'ordre commun des choses. Et effectivement, si on possède du temps et puis des archives, eh bien on peut entrer dans cette faille et puis voir ce qu'elle contient et aussi ce qu'elle cache. Alors, moi, mon portier pour franchir ça a été un lapin blanc, celui de Bel-Hazard. Bon, alors là, il faudrait... Marguerite. Voilà, beaucoup de temps pour entrer dans ces choses-là, mais on se souvient du lapin blanc d'Alice au Pays des Merveilles. Et effectivement, moi, la phrase qui était en exergue de mon premier roman, comme quoi on sème des cailloux, hein, c'était une phrase d'Alexandre Vialat, que j'aime beaucoup, et qui dit « Une minute d'attention aux choses, elles deviennent fantastiques, irréelles, menaçantes. » Et pour moi, c'est vraiment une maxime qui contient tout en fait, l'exercice littéraire que je veux mener à bien. Voilà. Alors, expliquez-nous, pour ça, il faut qu'on donne les éléments aux auditeurs. La mort de Bel-Hazard est tragique et violente. C'est une arme qui va le tuer, une arme qu'il tient lui-même dans les mains. Oui, tout à fait. Racontez-nous cette scène pour qu'on comprenne le point de départ du livre et de cette mort énigmatique. Alors, le Bel-Hazard et un de ses copains rentrent un samedi soir chez lui. Ils passent devant un bar. C'est la nuit. Une bande de types bourrés leur tombe dessus et ils vont se faire agresser. Bel-Hazard, qui, comme je l'ai lu, est pas bien épais, c'est un chevalier, il ne craint rien. Mais surtout, il est armé. Et donc, oui, mais je pense qu'au début, il ne pense même pas. Il pense que 8 contre 1, ça lui suffit, ça lui va très très bien. Il n'a peur de rien. Et il les affronte, évidemment, il se fait casser la figure. Et c'est à ce moment-là qu'il sort son pistolet, un pistolet de 1915, un Ruby 765, qu'il porte sur lui parce qu'il est collectionneur, absolument pas un voyou ou un violent. Hein, voilà, il collectionne les objets anciens et il tire en l'air pour faire, comme il le dit, s'envoler les étourneaux. Alors les étourneaux s'envolent, mais préviennent les gendarmes qui arrivent sur les lieux. Un peu plus loin, il contrôle Bel-Hazard en bas de chez lui, au 13 rue de l'Éternité, et nous sommes le 13 février 2013. Donc, oui, vous voyez, tout est 13, tout est superstitieux dans cette histoire. Et voilà les portes dont parlait Génada. Voilà cette petite porte, c'est-à-dire que quand on a sous les yeux ça, on se dit, bon, moi je ne suis pas vraiment un mystique, mais quand même. Et puis quand, au fil de l'enquête, tout ça va s'amonceler, et j'en aurai tellement que je ne pourrais même pas les faire tenir dans un livre, voilà, là on se dit qu'effectivement le fait divers, c'est la porte de l'imaginaire, et pourquoi pas du merveilleux. Ou alors on peut se dire l'inverse. Jérôme Chantreux, on peut se dire qu'on n'aura jamais assez d'imagination pour aller aussi loin que la vie, la réalité. Moi, si j'avais imaginé ça, que Bel-Hazard allait mourir le 13 février 2013 au 13 rue de l'Éternité, si j'avais écrit ça, j'aurais été le plus mauvais des romanciers, complètement nul. Non, ce qui est absolument important, et c'est pour ça que la première phrase, c'est « tout est vrai », c'est que tout soit vrai au départ. Donc, voilà, je continue. Il y a un contrôle de police. Moi, je pense que ce que veut faire Bel-Hazard, c'est jeter son revolver dans les fourrés parce qu'il sait qu'il a tiré avec. Il sait qu'il n'a pas le permis et il sait qu'il va avoir des problèmes avec la justice. Et il est ceinturé, le coup part. Et donc, Bel-Hazard meurt d'une balle dans la tête, tirée par son propre revolver. C'est lui qui est tiré et ce n'est pas un suicide. Et il veut courir, selon vous, pour échapper à la police, pour ne pas avoir un casier, parce que ça l'empêcherait de faire le métier qu'il souhaite faire. Voilà, c'est-à-dire armurier, orfèvre, hein, dans l'école de Liège, en Belgique, qui est une très grande école. Et c'est son projet, effectivement. Donc c'est une terrible histoire d'accident, pas racontée tout à fait de cette manière-là par la police. Au début, encouragé par l'émotion
des parents, encouragés par ces gens que vous connaissez par hasard. Il y a cette volonté de peut-être trouver dans l'écriture d'autres réponses que celles trouvées par le système judiciaire. Et puis petit à petit, vous vous rendez compte que vous arrivez dans une impasse et que cette histoire-là, vous ne pouvez la raconter qu'en passant par-dessus, d'une certaine manière, cette question de la vérité, Jérôme Chantrot. Oui, je peux la raconter qu'en étant moi-même, encore une fois, et qu'en écoutant le conseil de Bel-Hazar, qui est d'être toujours soi-même, quoi qu'il en coûte. Et donc de perdre beaucoup. J'ai beaucoup perdu, je le raconte dans le livre. J'ai divorcé, j'ai perdu ma maison. Aujourd'hui, je ne suis même plus professeur en disponibilité. Enfin, je me suis enlevé beaucoup de couches comme ça. Mais vous racontez en même temps que tomber ce qui devait tomber. Voilà. Ça, c'est la phrase des maçons quand ils font une rénovation et que j'aime beaucoup. Pour moi, une grande allégorie, voilà, alors, pourquoi pas du développement personnel, lâchons le mot, même si, bon, je pense que Bel-Hazar en est assez loin, mais quand même, il y a cette idée-là. Voilà, s'alléger et surtout accepter de perdre ce qu'il faut perdre pour être à même de vivre sa propre vie. Voilà. Et donc, effectivement, quand je suis arrivé à ce point-là, finalement, un petit peu en perdition, c'est à ce moment-là que vraiment le livre a commencé, et c'est à ce moment-là que l'écriture de l'imaginaire, l'écriture du merveilleux, et puis aussi la création du personnage littéraire Bel-Hazar est arrivée. Alors, je vous propose d'écouter Mintra Nui en parler. C'était dans Matière à penser d'Antoine Guérapon, le 9 novembre 2017. Les surréalistes, dont on ne peut pas dire que c'était des êtres très religieux, je pense s'intéressaient autant aux faits divers parce qu'ils y voyaient une manifestation de ce qu'ils appelaient le hasard objectif. Donc une sorte de sens souterrain qui se manifestait là avec l'idée que sous la réalité coule un flot de sens mais qu'on n'arrive pas à déterminer, qu'on n'arrive pas à creuser, qu'on n'arrive pas à atteindre et que le fait divers parfois le révèle. Et de ce fait, je pense en effet que quand vous n'avez pas de système religieux. En effet, le fait divers, à ce moment-là, donne les indices d'une puissance occulte possible et qu'on peut être tenté de s'y réfugier. Jérôme Chantrot, on est très proche du sentiment qu'a le lecteur quand il rentre dans la veine de ce livre. C'est l'impression que finalement ce personnage puissant de Bel-Hazar, avec son œuvre déjà à 18 ans, cet enfant né alors qu'il n'aurait pas dû naître, que ses parents sont censés être stériles, cet enfant comme une créature étrange du monde, comme ça un peu supérieure, en tout cas c'est l'impression, c'est le rôle que vous lui donnez, devient la manière dont vous voyez le monde en fait. Il vous absorbe d'une certaine manière. Alors, j'aimerais bien avoir gardé ma vision du monde, l'avoir conservée, ou bien ai-je adopté la sienne. Je ne sais pas vraiment. Je ne sais pas vraiment. La fin de l'écriture de Bel-Hazar était vraiment une écriture dans un état presque de transe, très étrange, qui ne m'est pas arrivé souvent. J'aimerais bien que ça m'arrive à nouveau. C'était très agréable, mais c'est absolument pas le quotidien d'un auteur. Mais vraiment, voilà, les derniers mois ont été portés par ça. Par ça, comme si vous étiez possédé par sa poésie, son univers. Il faut dire que l'enfant, on en a parlé rapidement, est un sacré personnage puisqu'il soude un vieux taxi, il se passionne pour des armes de la Première Guerre, il est un plasticien, peintre avant l'heure, il fait une sorte de jeu de piste dans la nature autour d'un univers esthétique, alors que vous aviez eu en face de vous un cancre. Oui, voilà. Chantrot, à l'école. Alors moi, j'avais eu un cancre dont tout le monde savait qu'il était très intelligent et très cultivé, mais vous savez, bon, on appelle ça un haut potentiel, hein, bon, c'est bien connu aujourd'hui, sauf que celui-là était particulier. C'est pas qu'un haut potentiel, c'était aussi un gamin qui avait un univers à lui, qui s'habillait comme un poète du 19e siècle, complètement en dehors de toute mode, et qui pourtant rassemblait vers lui tous les autres. Hein, il aurait pu être la victime de la cour de récré, au contraire, il en était le totem un petit peu. Et puis, effectivement, ça c'est tout au long de l'enquête que j'ai menée et des découvertes que j'ai faites, des choses absolument stupéfiantes qui jalonnent sa vie. On a l'impression qu'il a eu 10 vies, on a l'impression qu'il a vécu 100 ans. Tous ses amis le disent, hein, tous ses proches le disent. Quel âge avait-il ? On ne sait pas.
sorte de personnage à la fois mythologique, comme on l'a dit au début, de christique un petit peu, un personnage qui n'aimait tout le monde, mais dont j'ai pas repéré la moindre trace d'histoire d'amour à 18 ans. Il est aussi comme le personnage un peu symptomatique d'une généalogie d'hommes du côté de la famille de son père, avec ce lien aux armes, ce rapport aux morts violentes. Il y a comme une sorte de répétition familiale qui théâtralise. Pour le coup, on est plus du côté du théâtre, un peu shakespearien peut-être. Oui. Jérôme Chantroux. En tout cas, il y a une sorte d'écho littéraire évident à cette histoire et un peu mystérieux. Oui. Et alors ça, j'ai trouvé la racine de ça. Cet aïeul, mort quasiment 100 ans jour pour jour avant Bel-Hazar, et de la même façon, une balle dans la tête. Alors sur le champ de bataille, près de Verdun, devant les jumelles d'Orne, mais dans des conditions qui sont racontées dans une lettre que j'ai trouvée, qui était en possession de Bel-Hazar, et qui explique qu'effectivement, il est mort d'une balle dans la tête, mais sans son revolver, il aurait dû recevoir un nouveau revolver, le fameux Rubis 765, avec lequel Bel-Hazar est mort. Donc là, ça fait partie des très nombreuses choses absolument vertigineuses que je découvre. Alors oui, d'ailleurs, dernier élément, avant qu'on finisse, il y a un point commun avec l'histoire du petit Grégory à laquelle on faisait allusion tout à l'heure. Ce sont les morts qui ont accompagné cette mort-là, comme si une malédiction l'entourait. Il va y avoir l'un de ses compagnons qui est interné, un des gendarmes qui se suicide. Eh bien, oui, alors... un avocat qui meurt. Il y a ce que j'ai appelé au départ l'effet Toutankhamon, c'est-à-dire qu'à partir de la mort de Bel-Hazar, sa mère connaît Olivier Messner, de famille en famille, en Bretagne, et Olivier Messner est retrouvé mort devant son île, puis un autre avocat, puis un autre gendarme, et voilà. Et on a effectivement l'impression d'une malédiction. Moi, ce qui est très important pour moi de dire, c'est que je pense que, en fait, c'est une bénédiction, puisqu'à la fin, quand tout est tombé, quand tout est perdu, ce qui reste, c'est un personnage très lumineux. Et c'est la mémoire de Bel-Hazar. Merci Jérôme Chantroux d'avoir participé à la première partie de cette émission préparée par Marie Soisic Fraboulet. Je rappelle le nom de votre roman Bel-Hazar et c'est publié aux éditions Phébus.